Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Aude de trucs et astuces pour mieux vivre avec l'anxiété. Pour en apprendre davantage sur Aude et son expertise dans le domaine, écoutez notre épisode qui porte sur les mythes entourant l'anxiété. Bonjour Aude, c'est un bonheur de te retrouver pour donner suite à notre discussion concernant l'anxiété. Allô Ariane, merci de m'inviter à nouveau dans vos studios. Donc, dans le dernier épisode, on a eu l'occasion de décortiquer certaines fausses croyances en lien avec l'anxiété. On en a parlé largement. Maintenant, on aimerait aborder plus spécifiquement des stratégies, donc des trucs, des astuces pour bien vivre avec l'anxiété. Donc, on aimerait outiller nos auditeurs finalement qui souhaitent favoriser leur bien-être. Bien, tout à fait. Je suis prête à répondre à tes questions. Merveilleux. Donc, d'abord, peut-être pour se rappeler un peu là, de ce qui est question quand on parle d'anxiété, quels seraient les défis quotidiens auxquels les personnes atteintes d'anxiété sont confrontées? C'est une excellente question. Donc, l'anxiété, on en a bien parlé là, dans le premier épisode. Donc, c'est vraiment une problématique qui se manifeste de façon différente chez les individus. Donc, certains vont le vivre de façon très, très internalisée. Donc, ils vont avoir des ruminations, parfois des attaques de panique aussi. Donc, vraiment une sensation qu'autour d'eux, là, il y a une détresse, c'est un peu catastrophique. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont avoir des sueurs, des maux de ventre, qui vont pleurer beaucoup. Donc, c'est très, très différent, les manifestations. Mais on peut quand même remarquer des similitudes là, chez les personnes qui vivent l'anxiété. Donc, ça va se caractériser par un état émotionnel inconfortable, une projection négative dans le futur, donc une difficulté à imaginer de façon positive là, le reste de sa vie, les prochains mois, les prochains jours. Il va aussi avoir un fort sentiment de détresse et bien évidemment une perturbation du fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, bien, c'est comment on fonctionne avec les autres dans nos relations sociales, mais aussi au travail, dans nos émotions, dans notre fonctionnement, bref, habituel de vie, donc s'alimenter, manger, dormir. Il y a vraiment des conséquences là, à tous ces symptômes anxieux-là. Donc, au quotidien, cette perturbation-là du fonctionnement va vraiment affecter la concentration de l'individu, son attention, notamment à l'école, au travail aussi, bien évidemment. L'anxiété va aussi influencer le nombre de conflits qu'il vit avec sa famille, ses amis, ses collègues. Donc, c'est difficile de participer à des discussions avec ses collègues lorsque nous, dans notre tête, on a un petit hamster qui roule puis qui nous dit vas-y, retourne au travail, vas-y plus vite, il faut que tu continues ce que tu fais, tu peux pas prendre de pause. Donc, c'est vraiment difficile d'être dans des belles discussions, dans un moment positif, lorsque de notre côté, dans notre tête, c'est plutôt la détresse qui prend de la place. Donc, comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conséquences à l'anxiété. Ça va aussi entraîner les individus parfois à s'isoler, donc à manquer du travail, à manquer des rencontres, à manquer des soupers avec des amis parce que l'anxiété prend trop de place dans la vie de l'individu. Donc, à long terme, les individus anxieux ont tendance à rester parfois plus à la maison, à moins participer à des événements sociaux qui pourraient amener des beaux moments positifs là, dans leur vie. Donc, il y a vraiment toutes ces conséquences-là qui émergent là, chez les jeunes anxieux. Donc, on voit que les conséquences sont multiples. Les défis au quotidien sont multiples. Donc, des petites interactions sociales, parfois, ça peut être très, très difficile d'y participer. On voit tout ça là, chez les personnes anxieuses. Bien, je comprends finalement que les conséquences de l'anxiété vont être multiples et elles vont toucher différentes sphères de la vie, voire pratiquement toutes les sphères de la vie de la personne. Oui, exactement. Donc, on parle, chez les enfants, on va beaucoup se concentrer sur ce qui se passe à l'école aussi. Donc, est-ce que les résultats scolaires sont bons? Est-ce qu'il y a une difficulté au niveau scolaire dans les relations sociales? Mais tout ça, on l'observe aussi chez les adultes, même lorsqu'ils quittent le milieu scolaire. Donc, au travail, on va parler de performance. Donc, est-ce que les employés sont performants? Est-ce qu'ils sont capables de satisfaire les attentes de l'employeur? Est-ce que ce sont des bons collègues de travail? Au contraire, est-ce qu'ils ont beaucoup de conflits au travail? Est-ce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de rencontres médicales pour expliquer un peu les absences? Donc, tout ça, on le voit quand même lorsqu'on quitte le milieu scolaire, les difficultés de l'anxiété se poursuivent tout au long de la vie là, lorsqu'elles ne sont pas traitées à temps.
Puis tu évoques, bon, justement, tout l'aspect du travail, voire même l'anxiété de performance. On parle de performance. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc l'anxiété de performance, quand on y pense, on va parfois penser aux athlètes. Donc, lorsqu'ils sont en contexte de compétition, un entraînement, ils ont des hautes attentes, des attentes élevées de plusieurs personnes, autant les leurs que celles de leur entraîneur ou de leur famille, etc. Il y a aussi chez les musiciens, l'anxiété de performance, semblerait-il, est très, très présente chez cette population-là. Chez les jeunes en milieu scolaire aussi, beaucoup d'anxiété de performance dès le très jeune âge là, pour essayer d'avoir de meilleures notes, accéder à des bons programmes, parfois certaines écoles privées qui vont aller aussi mesurer les élèves là, dès leur jeune âge pour essayer de les classer dans différentes classes. Donc, bien évidemment, ça peut avoir un impact chez les personnes qui vivent de l'anxiété. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'anxiété de performance n'est pas nécessairement associée à ces gros événements-là. Donc, c'est pas associé nécessairement à un événement sportif de haut niveau. C'est aussi dans les petits défis quotidiens au travail que l'anxiété de performance peut émerger. Donc, il y a une étude britannique qui est sortie dernièrement qui a révélé que 87% des employés, notamment des employés en finance, vivaient de l'anxiété de performance là, quand même assez sévère. Et eux-mêmes, là, c'est presque 100% quand même. Là, donc, 8 personnes sur 10 et plus là, qui rapportent des symptômes anxieux reliés à la performance au travail. Okay. Exactement. Donc, c'est gros, c'est important aussi pour un employeur lorsque ses employés ne se sentent pas bien. On peut s'attendre à des performances moins bonnes, à une moins bonne énergie aussi dans l'équipe. Il y a vraiment tout ça qui entre en jeu puis qui vient impacter là, plusieurs personnes. Puis quand je parle de petits événements du quotidien, ça peut être aussi simple qu'un dîner d'affaires, de se ramasser dans un contexte professionnel, d'être dans une réunion d'équipe, de devoir remettre un rapport. Donc, toutes des choses qui font partie du milieu professionnel vont vraiment venir impacter l'individu quand même assez profondément, puis pourrait là, entraîner l'adoption de stratégies inefficaces ou malsaines peut-être aussi chez certains. C'est excessivement intéressant. Donc, au-delà des fameux contextes, comme tu dis, qu'on peut plus penser qu'on réfère à l'anxiété de performance, comme tout l'aspect sportif, voire même scolaire. Tu parlais, des enfants peut-être plus primaires, secondaires. Je pense même en contexte universitaire, les études supérieures. Ça peut être des contextes où est-ce qu'il y a peut-être un peu de compétition qui va entraîner possiblement chez certaines personnes de l'anxiété de performance. Mais l'aspect au travail aussi est excessivement intéressant, là, notamment en lien avec la statistique que tu nommes. C'est énorme, là, 8 employés sur 10. Pratiquement, là. Tout à fait. Donc, dans les contextes de travail, donc, les différentes entreprises ne vont pas créer le même esprit ou climat anxieux. Ce que cette étude-là révélait, c'est que c'est plutôt les environnements corporatifs compétitifs. Par exemple, dans le domaine de la vente, par exemple, la vente immobilière ou la vente de voitures, etc., où il y a quand même une compétition pour aller chercher des bonus, un pourcentage supplémentaire pour se démarquer, exactement, la commission. Donc, ce type d'environnement-là amène beaucoup de comparaisons aussi, puis les attentes envers soi et envers les autres aussi qui s'élèvent de plus en plus. Sinon, c'est intéressant que tu mentionnes le milieu universitaire parce que c'est nommé dans les milieux qui sont très stressants, notamment à cause de la charge de travail très élevée, la pression aussi, les délais. Donc, il y a une fin de session, on a une date et on a 5 examens cette semaine-là. Bien, peu importe comment on gère notre travail, on n'a pas le choix d'avoir terminé d'étudier à cette date-là. On ne peut pas nécessairement avoir d'accommodement, à moins de raisons particulières, mais ça fait partie des climats de travail qui sont propices là, à l'émergence de l'anxiété de performance. C'est vraiment intéressant. Tu parles, l'aspect compétition ressort beaucoup, là, tant au travail que dans les autres milieux. Tu parles aussi de la pression que la personne va se mettre elle-même versus l'environnement, que ce soit volontaire ou non, là, à savoir, tu parles des milieux de travail. Je veux dire, je pense pas qu'il y a un milieu de travail qui se dit, volontairement, on va mettre de la pression puis générer de l'anxiété chez nos employés, mais quand même, la nuance est là, à savoir qu'il y a un effet que ces différents environnements-là vont exercer sur l'anxiété possible de la personne, là. Tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement parce que ton employeur te dit t'es mieux de me donner ton rapport à midi, vendredi, que tu vas manifester de l'anxiété. Parfois, c'est plus implicite que ça. Il n'y a pas nécessairement ces attentes-là qui sont formulées, mais l'individu va ressentir le besoin de performer, le besoin de se démarquer, une envie aussi d'être reconnu dans son travail, puis va mettre de plus en plus de temps à se concentrer sur sa propre performance. Puis est-ce que je suis au maximum de mes capacités? Est-ce que je pourrais en donner plus et plus et plus? Et à ce moment-là, on rentre peut-être dans un genre de cercle vicieux là, qui
fait que l'anxiété de performance devient un peu une motivation à toujours travailler de plus en plus, ce qui laisse de moins en moins de temps pour la gestion du stress puis la gestion de l'anxiété, puis aussi un moment à l'individu pour relâcher puis dire je décroche du travail, je vais aller profiter de ma soirée. Il y en a qui travaillent 80 heures, 90 heures semaine, qui sont fiers parfois de le dire, qui vont le dire à leurs amis, qui vont le dire à leurs collègues, alors qu'il y en a d'autres qui disent moi je finis mon 40 heures puis je retourne chez moi puis c'est correct aussi. Donc ça dépend vraiment des individus, de leurs propres attentes, de l'attente de leurs employés, de leurs collègues. Donc ça varie vraiment là, d'une personne à l'autre. Oui, c'est intéressant. Puis notamment quand tu parles d'attentes explicites, oui, qui sont connues. Par exemple, je dois obtenir tel résultat pour avoir tel aboutissement, mais toutes les attentes qui sont implicites là, de part et d'autre, c'est super intéressant. Puis ça permet un peu de mieux comprendre la profondeur, la complexité d'anxiété, notamment l'anxiété de performance. Là, super intéressant. Tout à fait. Bon, là, on parle évidemment des conséquences plus négatives de l'anxiété, comment ça peut se manifester. Aurais-tu des pistes, des stratégies, des techniques pour mieux la gérer au quotidien? Bien, certainement. J'ai préparé une petite liste qu'on va pouvoir discuter ensemble. Donc, pour que tu saches aussi, là, Ariane, il n'y a pas une stratégie qui est universelle. Donc, les stratégies que je nomme pourraient convenir à tout le monde comme elles pourraient ne convenir à personne. On peut en prendre, en laisser. On peut les adapter aussi à sa réalité, à son propre corps, à son environnement, à ses moyens financiers. Bref, ça peut vraiment se moduler là, d'une personne à l'autre. Donc, ce que je te présente, c'est ce que la littérature nous a démontré un peu que ça fonctionnait, une certaine efficacité, mais bien évidemment qu'il y en aurait d'autres là, qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Bien, c'est intéressant que tu le nommes. Je pense que ça enlève un peu la pression là, de vouloir tout mettre ça en place super rapidement, là, à savoir qu'on en prend, on en laisse, on prend ce qui nous convient, puis on s'écoute aussi, on y va en fonction de nos besoins. Là. Oui, exactement. Donc, la première stratégie que j'ai à te présenter, bien, c'est l'exercice physique, donc le sport, sortir en plein air, sortir, bouger, activer son corps. Ça entraînerait de nombreux bienfaits pour la santé, donc autant la santé physique que la santé mentale. Donc, être actif et bouger régulièrement, donc que ce soit tous les jours, aux 2 jours, aux 3 jours, peu importe, ça permettrait de diminuer la tension musculaire. Rappelle-toi, Ariane, on en a parlé dans le premier balado. Donc, le stress et l'anxiété, ça stimule une production d'hormones là, dans notre corps, dans notre cerveau, bref, qui peut nous amener à être crispés dans nos muscles. Et le sport, ça permet de libérer cette tension-là musculaire là, qui s'est accumulée, là, bref, durant la période de stress. Et la libération, justement, des tensions, ça permettrait d'améliorer le sommeil qui est souvent impacté chez les personnes qui sont anxieuses. Donc, le sport, ça permettrait aussi à notre organisme, comme je t'ai dit, d'évacuer les hormones de stress, notamment le cortisol, qui, à long terme, peut devenir néfaste là, chez l'individu. Et aussi, ce qui est le fun avec le sport, c'est que ça produit des endorphines, donc une hormone de plaisir, de bonheur, de détente, qui a un rôle très, très protecteur là, face à l'anxiété. Donc, en plus d'enlever les hormones négatives ou néfastes du stress, bien, on en ajoute des bonnes, des saines qui vont venir prévenir par la suite là, les effets des hormones de stress. Ça semble un bon compromis. Puis, je me souviens, Aude, il me semble justement que tu nommais que, oui, le sport, oui, l'activité physique, mais en soi, c'est le mouvement, c'est le fait de s'activer. Peux-tu nous en dire plus un peu là-dessus, là, à savoir que est-ce qu'on doit devenir le plus grand sportif là, pour contrer un peu là, les méfaits de l'anxiété? Bien, je te rassure, Ariane, tu n'as pas besoin de devenir marathonienne pour avoir une bonne gestion du stress. Donc, c'est pas l'intensité du sport, c'est pas... on va pas dire, va juste faire des sports cardiovasculaires, va juste faire de la musculation. On n'est pas du tout dans cette approche-là. On est plus dans une approche holistique, un peu plus de bien-être, plus de prévention en disant, active-toi, bouge, fais un tour de ton quartier, va pelleter la neige dehors, va monter quelques escaliers plutôt que de rester sur ton téléphone, par exemple, lorsque tu es dans ta pause au travail. C'est vraiment le fait de faire travailler nos muscles, peu importe la façon. Donc, pour certains, ça va être d'aller patiner, jouer au hockey avec leurs amis. Pour d'autres, ça va être d'aller courir. Certains, ça va être marcher leur chien le matin, le soir, après le travail. Ça peut prendre vraiment différentes formes. C'est pas l'intensité, c'est la constance et la fréquence. Donc,
plus tu fais le sport, plus tu vas voir les bienfaits. Comme toute chose, ça prend de la pratique, ça prend une routine, un entraînement répétitif et constant. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence et non pas le nombre de kilomètres de course que tu as fait dans ta semaine. Bien, je pense que tout le monde peut apprécier cette flexibilité-là, à savoir qu'on choisit quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, peu importe la forme que ça prend. Ça se peut qu'on développe là, une envie particulière pour maîtriser des postures de yoga, par exemple, puis se donner à fond là-dedans ou de vouloir courir là, le plus grand nombre de kilomètres peut-être en préparation de marathon, mais je comprends quand même qu'il n'y a pas de pression à ce niveau-là, puis l'important, c'est de faire quelque chose qu'on aime, qui nous fait du bien. Tout à fait. Donc, on ne dit pas trouve-toi un coach et fais-toi faire un programme d'entraînement. C'est pas du tout cette approche-là. C'est plus va activer ton corps. Peu importe la façon, bouge, danse dans ton salon. Ça peut être une forme d'activité physique. C'est vraiment l'objectif ici, c'est de dire fais travailler tes muscles pour qu'ils libèrent la tension musculaire que tu as accumulée aujourd'hui au travail, par exemple. Ben, super intéressant. Sinon, une autre solution ou une autre stratégie qu'on pourrait mentionner, peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller toujours dehors ou toujours bouger, d'aller au gym, d'aller s'entraîner. Il y a certains exercices qu'on peut faire de façon assise, à son bureau, par exemple, lorsqu'on est en pause. On va parler, par exemple, des exercices de respiration. Donc, vous pouvez apprendre ce type de respiration-là de façon différente. Il y a des applications mobiles qui permettent de coacher un peu la personne à travers l'exercice de respiration, sinon en ligne, ou il y a une respiration que je vais te présenter aujourd'hui qui est vraiment associée, par exemple, au yoga. C'est ce type de respiration-là qu'on va faire. Et ça s'appelle la respiration diaphragmatique. Donc, il sollicite le diaphragme, là, qui est un muscle qui est situé entre les poumons et le ventre, qui a pour principale fonction là, de contrôler l'expansion de nos poumons, mais aussi leur contraction. Donc, ce muscle-là est très, très sollicité dans la respiration. Et l'avantage de ce type de respiration-là, c'est que c'est très, très efficace pour diminuer la sensation d'anxiété. Donc, comme je t'ai dit tantôt, l'anxiété, c'est souvent associé à un sentiment de détresse, à une sensation de perte de contrôle, de panique. Donc, on a l'impression qu'autour de nous, c'est une catastrophe. On se sent nerveux, on se contracte. Et de pratiquer cette respiration-là, ça force la cage thoracique, les poumons, à prendre de l'expansion puis à aller libérer toute cette contraction-là. Donc, pour faire cette respiration-là, ça prend de l'entraînement, ça prend de la pratique. Ce qu'on recommande, c'est au moins 5 minutes par jour à pratiquer cette respiration-là. Puis, plus le temps avance, plus vous allez la faire de façon inconsciente dans des moments variés. Par exemple, vous venez de vivre une petite situation de stress, bien peut-être de façon de plus en plus involontaire, vous allez commencer à faire votre exercice sans devoir être consciemment en train de vous pratiquer. Donc, c'est ça l'avantage d'être constant dans nos exercices. C'est intéressant. Ça demande un effort au préalable, mais après, ça vient un peu naturellement. Exactement. Donc, pour faire la respiration diaphragmatique, on va placer notre main sur notre poitrine, puis l'autre sur notre ventre. À l'inspiration, on va compter 3 à 5 secondes. Donc, on veut vraiment prendre le temps de faire en sorte que nos poumons prennent le plus d'expansion possible. Donc, ça peut être plus que 5 secondes. Donc, plus c'est lent, mieux c'est. Donc, la relaxation va venir avec le temps aussi qu'on prend pour faire l'exercice. Et là, question technique. Est-ce qu'on inspire par le nez ou par la bouche? C'est comme tu veux. Parfois, au yoga, on fait inspirer par le nez, expirer par la bouche. Parfois, on fait inspiration et expiration par le nez. Donc, ça dépend. Tu peux varier et peut-être, toi, tu vas trouver la combinaison là, qui te plaît davantage. Excellent. Parfait. Donc, une fois que vous avez pris l'expansion, que vos poumons sont bien remplis, vous allez sentir votre ventre se gonfler. Donc, c'est pas seulement vos poumons ici qui ont pris l'inspiration, c'est vraiment tout votre cage thoracique, donc votre ventre aussi, s'est gonflé là, durant l'expérience. Puis, à l'expiration, on va compter à nouveau 3 à 5 secondes. Donc, on veut aussi que l'expiration soit le plus lent possible. Donc, on veut prendre notre temps. On veut que l'air circule lentement, calmement dans notre corps. On ne veut pas stimuler là, encore plus l'anxiété en respirant rapidement. Donc, vraiment, on est lent, on est conscient et on va sentir à ce moment-là notre ventre se dégonfler et nos épaules se baisser. Parce que nos épaules, lorsqu'on est stressé, ça se contracte, ça se monte vers nos oreilles et c'est pas ça qu'on veut. On veut ouvrir le corps, on veut détendre
détendre la cage thoracique. Donc, avec le temps, la respiration, comme je t'ai dit, va devenir plus lente, mais aussi plus contrôlée et plus régulière. Donc, notre 5 secondes va peut-être être un 7 secondes, un 8 secondes, un 10 secondes, un 15 secondes. Donc, avec le temps, elle devient de plus en plus profonde et c'est à ce moment-là qu'on a les bienfaits là, de la respiration. Ah, ben c'est intéressant, s'arrêter, prendre le temps de prendre conscience de notre rythme de respiration qui peut être accéléré. Tantôt, tu disais, bon, on se sent coincé, crispé. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, j'ai l'impression d'avoir de la difficulté à respirer. Là, on vient un peu là, de manière technique de faire ça. J'aurais aimé le faire pendant que tu parlais, mais on va éviter mes soupirs au micro. Par contre, j'ai hâte de m'y mettre. Là, ça semble super simple. Puis finalement, c'est juste de prendre un moment pour le faire. J'ai même ma montre qui me le rappelle quotidiennement. Je le fais juste pas. Oui, tout à fait. Donc, il y a plein d'applications maintenant qui invitent les gens à prendre le temps de respirer, de prendre conscience de son corps aussi. L'anxiété, c'est un bon exemple que tu as dit. On a l'impression qu'on respire pas. On est tellement coincé. Mais c'est vraiment ça, le but de cet objectif-là, c'est de dire ton corps continue de fonctionner, même quand ton cerveau spinne et essaye de t'amener dans un environnement plus de détresse ou une place mentale plus négative, tu peux te reconnecter sur ton corps puis t'ancrer dans le moment présent plutôt que de te projeter négativement dans le futur. Ah, c'est super intéressant. Bien, en soi, est-ce que c'est un peu un exercice de pleine conscience, à savoir que ça nous ressente puis ça nous ramène dans le moment présent? Tout à fait. On est vraiment dans la pleine conscience ici. Donc, on essaye vraiment d'amener une conscience au corps et se sortir un peu de l'esprit. Donc, on veut s'ancrer dans le présent, comme je l'ai dit. Donc, savoir nos mains sont où, notre respiration est où, entendre notre cœur battre, entendre notre respiration. Donc, on s'ancre vraiment là, dans le présent ici. Super. Donc, on peut bouger, on peut respirer. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut combiner les deux. Donc, comme tu l'as mentionné tantôt, le yoga, c'est une pratique sportive. Donc, on bouge notre corps, mais on respire de façon très, très profonde tout au long de l'exercice du yoga. Donc, si vous avez déjà assisté à un cours, si vous suivez un cours, souvent, ils vont coacher la respiration diaphragmatique. Donc, ils vont vous le dire. Respirez par le nez, inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. Sentez vos poumons gonflés. Ils vont vraiment l'expliquer pour essayer d'amener un peu une conscience à cette respiration-là qui est souvent oubliée lorsqu'on fait un sport. Donc, le yoga, c'est associé à une meilleure oxygénation du sang, justement à cause de la respiration, et aussi à une diminution de l'hyperventilation, tout comme la respiration diaphragmatique. Donc, on vient vraiment diminuer les sensations d'anxiété. Tantôt, tu disais que ta montre te disait de respirer parfois. Mais si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez voir à quel point ça nous fait paniquer de respirer rapidement aussi. Donc, moi, quand je nous préparais à le petit épisode, j'ai fait l'exercice moi-même de vraiment prendre plusieurs respirations et j'ai vraiment senti physiquement que mon cœur battait super vite. J'étais très, très anxieuse. Donc, si cette expérience-là fonctionne pour créer de l'anxiété, bien respirer lentement, ça fonctionne aussi pour diminuer l'anxiété. Donc, on peut vraiment faire le test de tous ces petits exercices-là. Ça fonctionne pour diminuer certains symptômes anxieux. Bien, c'est merveilleux. Puis pour ce qui est du yoga, je veux dire, on n'a pas besoin d'être expert pour s'adonner. Là, il y a des positions plus techniques auxquelles je m'adonnerais peut-être pas en commençant, mais bon, on peut trouver là, des idées de positions en fouillant sur Google. Probablement, il y a des vidéos YouTube. On n'a pas besoin d'aller au gym plus près de chez nous puis s'inscrire tout de suite. J'imagine qu'il y a moyen de faire ça un peu à la maison sur notre bon vieux tapis. Exactement. Donc oui, il y a beaucoup de ressources en ligne, notamment pendant la pandémie où les gens cherchaient beaucoup de façons de bouger à la maison. Donc c'est fou là, à quel point maintenant on peut faire tous les exercices sportifs, presque on peut les faire chez soi dans son salon. Et le yoga ne fait pas exception là, à cette règle-là. Donc il y a beaucoup de ressources en ligne de yoga, aussi de respiration qui combinent des applications qui veulent vraiment coacher la personne dans une perspective de pleine conscience. Donc il y a des exercices comme la respiration diaphragmatique qui est combiné à certaines postures de yoga qu'on peut faire chez soi. Donc, ça prend 5 minutes, 10 minutes le matin, puis ça peut se faire sans problème. Bien, c'est intéressant, considérant que, bon, peut-être qu'on vit de l'anxiété. Est-ce qu'elle est un peu sociale, cette anxiété-là? Bon, on n'a pas à aller s'exposer nécessairement, quoique tu nous as dit que ça peut être positif, ça peut faire du bien, mais dans ce contexte-là, on peut se concentrer sur nous-mêmes, notre bien-être, mais en restant dans le confort de notre maison. Là. Tout à fait. Aussi, un autre exercice qu'on pourrait faire en lien aussi un peu avec la pleine conscience aussi, donc de ramener un peu une conscience à nos sensations physiques et se sortir un peu des sensations mentales, émotives et cognitives là, qu'on ressent lorsqu'on est anxieux, bien, on peut faire un exercice de contraction musculaire, ce qui semble un peu contre-intuitif, plus que l'anxiété nous amène déjà à crisper nos muscles. Donc, pourquoi on voudrait
consciemment les contracter, c'est pour tout simplement libérer les hormones de stress qui sont accumulées. Donc, de prendre un peu possession de nos sensations physiques. Donc, je vais commencer par bouger mes mains, les serrer, les desserrer, bouger mes bras, les déplier, bouger mes jambes, bouger mes orteils, bouger mes doigts, prendre conscience de mes sourcils. Donc, on essaie de prendre un peu plus le contrôle de comment notre corps vit l'anxiété ou comment il manifeste ses symptômes, puis essayer ensuite d'amener une détente. Donc, si je contracte la main très, très fort 5 secondes, bien, je dois la détendre 5 secondes ensuite. Et c'est ce type d'exercice-là, de contraction des contractions, qui va vraiment aller faire un mouvement dans nos muscles puis libérer les hormones de stress. Super intéressant. Encore une fois, c'est très simple. Puis ça nous ramène dans le moment présent comme on le nomme un peu depuis tout à l'heure. Là. Tout à fait. Puis la contraction musculaire, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut le faire avant de se coucher. Donc, c'est une bonne tactique pour amener aussi le sommeil là, lorsqu'on est très, très anxieux. Parfois, on dit qu'on a le hamster qui tourne. Donc, ça arrive souvent le soir lorsqu'on est au repos. Notre tête semble ne pas vouloir, elle, se coucher. Et les exercices de contraction musculaire, souvent, se font coucher. Donc, tu commences par tes orteils, tu commences à les remuer, tu bouges tes chevilles, tu bouges tes genoux et tranquillement, tu passes de tes orteils à ta tête. Donc, tu veux vraiment faire un scan de tout ton corps en bougeant chaque muscle, chaque bras, chaque os. Tu passes par tout ton corps et en théorie, lorsque tu arrives à ta tête, tu es déjà beaucoup plus détendu. Donc, ici aussi, c'est le temps. On prend le temps d'analyser. On n'essaye pas de battre un record d'analyse. Donc, on ne passe pas des orteils à la tête en 3 secondes. On veut vraiment prendre notre temps et ça amènerait là, justement un repos. Puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est le sommeil lorsqu'on le fait le soir. Ah, super intéressant. Toutefois, si vous n'êtes pas du type sportif ou actif, aussi la pleine conscience, ça vous parle pas tout de suite ou vous ne connaissez pas assez ça pour vous dire que c'est votre stratégie que vous vous lancez là-dedans et que vous êtes plus du type artistique, donc peut-être plus du type littéraire, artistique. Donc, vous vous intéressez davantage à la peinture, la musique, le chant. Bien, sachez aussi que ce type d'activité-là est associé à la pleine conscience, que vous en soyez conscient ou non, mais aussi à une sensation là, de relaxation, à une libération du stress. Donc, lorsque les peintres ou les personnes qui aiment le dessin font leur activité, ils se concentrent sur quelque chose d'autre que le stress. Donc, ils libèrent de façon inconsciente avec des mouvements mécaniques de peinture, de dessin, aussi par la création. Donc, ils peuvent exprimer leurs émotions par l'entremise d'une peinture, d'un dessin, d'un collage, etc. Donc, ça aussi, ce sont des bonnes stratégies pour libérer l'anxiété. Les personnes qui aiment chanter vont solliciter beaucoup leur respiration, leurs poumons, leurs contractions musculaires aussi. Donc, que ce soit conscient ou non, ils vont faire les différents exercices qu'on vient de présenter dans leur activité qui leur apporte du plaisir. Donc, comme on l'a dit tantôt, le but, c'est pas de devenir un expert dans sa stratégie, c'est d'utiliser les différentes stratégies à sa façon. Donc, si ça, la peinture, c'est votre dada, si c'est ce que vous aimez, bien faites-le lorsque vous êtes stressé. Sortez peut-être dans un parc, allez peinturer dans un parc, allez vous acheter du bon matériel, puis faites vraiment de cette activité-là quelque chose qui vous amène une sensation de bonheur. C'est vraiment ça l'important de tout ça, c'est les endorphines, on les veut, on les aime. C'est ça qui nous protège à la longue. Bien, j'aime ce que tu amènes parce que, bon, au-delà du mouvement, il y a quand même d'autres stratégies. Encore là, il faut que ça nous plaise. Ça me donne envie de sortir mes cahiers de mandala. Mais non, sans blague, c'est ça. Finalement, je retiens vraiment que tout ce qui nous amène du bonheur, du plaisir, bien, ça va un peu nous changer les idées. C'est un peu ça l'objectif aussi, de mettre notre attention ailleurs, de se concentrer sur autre chose. Ça pourrait être cuisiner, je présume. Tout à fait. Une recette, cuisiner des biscuits, justement. Exactement. Pour peut-être nos proches. Mais bref, tout ça, finalement, va nous aider à sécréter les bonnes hormones. Exactement. Donc, l'anxiété, c'est un focus sur le négatif, sur une détresse, sur un sentiment de panique. Donc, il y a toute cette attention négative-là, ou du moins vers les émotions plus négatives qui affectent vraiment les individus, alors que tout ce qui nous amène le plaisir, c'est le contraire de ça. Donc, c'est le contraire un peu de l'anxiété, d'où la raison pourquoi on appelle ça des facteurs de protection aussi, ou des stratégies d'adaptation saine. Donc, vraiment, tout ce qui apporte le plaisir va être un facteur de protection sur l'anxiété. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que la source de l'anxiété diminue. Donc, on n'intervient pas sur cette source-là, mais on limite beaucoup les symptômes ou les manifestations de l'anxiété chez la personne. Oui, c'est une nuance importante. Puis tu nommes, l'anxiété, c'est une concentration sur ce qui est plus négatif. C'est beaucoup aussi de l'anticipation.
relation, hein, on en a déjà parlé, de se projeter beaucoup dans le futur, mais tout ça, ça nous ramène au moment présent, tous ces moments-là, toutes ces stratégies-là, peu importe laquelle. Exactement. Bien, merveilleux. Je pense qu'on a déjà de bonnes pistes d'action. Maintenant, si on pense plutôt à l'entourage de la personne, comment les amis, la famille peuvent fournir un soutien qui serait pratique, un soutien peut-être émotionnel aux personnes qui sont atteintes d'anxiété ou qui vivent de l'anxiété plutôt? Bien, c'est une excellente question parce que c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas nécessairement cette problématique-là de soutenir adéquatement l'individu qui va manifester de l'anxiété ou qui vit, par exemple, avec un trouble anxieux. Ouais. Donc, il n'existe pas de façon générale ou universelle là, d'aider quelqu'un parce qu'on est tous uniques. Notre anxiété se manifeste différemment aussi. Donc, les interventions qu'on va faire auprès des personnes qui vivent de l'anxiété vont varier selon notre proximité avec eux aussi, selon notre relation. Est-ce que c'est ma sœur, mon conjoint, ma mère? Donc, tout ça, ça va venir influencer comment on intervient. Toutefois, il y a certaines recommandations là, que je peux faire aux personnes qui vivent avec quelqu'un, par exemple, qui vit de l'anxiété au quotidien. Donc, ce que moi, je recommande d'abord, c'est écouter activement. Écouter, ça veut dire ne pas tout de suite dire des solutions. Vraiment essayer de comprendre le point de vue de la personne. Donc, d'éviter de porter un jugement sur le stress vécu. Le stress et l'anxiété, c'est pas toujours rationnel. Il n'y a pas nécessairement une source tangible, donc on n'est pas capable de la voir nécessairement. C'est très, très interne et c'est très différent d'un individu à l'autre, ce qui peut être difficile pour certains à comprendre. Mais l'important, c'est vraiment d'être présent, d'être écouté et de témoigner à la personne qu'on est là pour elle, là, peu importe. Par exemple, si votre ami vous explique là, qu'il vit des sensations physiques très, très importantes lorsqu'il est dans une foule ou lorsqu'il doit faire un exposé oral devant sa classe ou lorsqu'il doit parler là, devant son équipe de travail, et que vous lui répondez quelque chose comme « Hein, moi, ça me fait trop pas ça ». La personne, elle n'a pas d'écoute dans cette situation-là, elle n'a pas de conseil, elle n'a rien de concret nécessairement pour l'aider et ça risque plus d'entraîner cette personne-là à se refermer ou à ne plus nécessairement communiquer ce qu'elle vit parce qu'elle sent que c'est pas nécessairement compris. Peut-être qu'elle le sait que c'est pas rationnel, mais sa tentative un peu de l'exprimer n'est pas nécessairement aller dans le sens qu'elle souhaitait. Ouais. Donc, si c'est le cas, si ça vous est déjà arrivé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on peut toujours se reprendre. Mais à répétition, ce type de discours-là, ça amène plus de jugement que d'ouverture et d'empathie. Et ce serait une pratique un peu là, à éviter lorsqu'on vit avec quelqu'un qui est anxieux. Donc, afin de comprendre leur réalité, je vous invite à reformuler leurs propos. Donc, est-ce que je comprends bien, lorsque tu sors de chez toi, tu as l'impression que tu as de la misère à respirer? On n'est pas obligé d'être psychologue pour reformuler. Donc, on ne cherche pas à faire une psychanalyse de ce que la personne vit. On cherche seulement à trouver les bons mots pour vraiment exprimer le vécu là, intérieur de la personne. Pour mieux comprendre. Exactement. Donc, l'important, c'est montrer qu'on est empathique, qu'on est là pour cette personne-là. Même si on n'a pas les solutions, c'est pas grave. On t'écoute, on t'aime. Puis, viens me voir quand ça file pas. C'est vraiment ça le message qu'on souhaite communiquer. Juste être là, juste être présent, c'est déjà un bon pas, je présume. Là. Tout à fait. Aussi, ce que je recommanderais, c'est encourager les bons comportements, donc les comportements qui aident la personne à lutter contre l'anxiété, plutôt que de rappeler les comportements qui entraînent l'anxiété. Donc, pourquoi tu restes encore à la maison aujourd'hui? Sors donc dehors. Ça ne va pas nécessairement amener la personne à sortir de chez elle si ce qu'elle a de la misère à vivre, pardon, pas de la misère à vivre, mais si ce qui lui entraîne du stress, c'est sortir de chez elle, par exemple. Pourquoi pas lui dire « Ah, merci d'être allé chercher le courrier dehors dans la boîte aux lettres, c'est super gentil. D'amener plutôt l'attention sur les bons éléments, les éléments qui aident la personne, qui aident l'entourage aussi, plutôt que de concentrer sur un peu les facteurs là, qui maintiennent l'anxiété. Bien, c'est intéressant de s'éloigner de la rumination. Finalement, la personne, elle est probablement déjà beaucoup dans sa tête, donc on mise sur le positif plutôt. Là. Exactement. Puis aussi, enfin, là, pour terminer, ça peut être parfois tentant de dire aux autres des solutions qui nous conviennent à nous, plutôt que d'essayer de les adapter à leur réalité, à eux. Je vous conseillerais d'éviter un peu de proposer vos propres pistes et plutôt de les questionner à savoir qu'est-ce qui t'aiderait. Merci de m'avoir expliqué ce que tu ressentais. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Ah ouais, demander le besoin carrément. Hein. Exactement. On fait peu ça. On est comme en mode faut que je dise quelque chose, faut que j'amène une solution, mais exactement. Super intéressant. Donc, on est souvent plus en mode action-réaction qu'en mode prévention et seulement écoute. Même, on pourrait dire, on n'est pas obligé de passer à l'action.
action. On peut dire à la personne, réfléchis aux stratégies, je vais le faire avec toi. Est-ce que tu vas aller courir? Si oui, je vais aller courir avec toi. On va-tu à l'épicerie? On se cuisine-tu un gâteau? Ça peut être très, très varié, mais si ça vient de la personne, ça va être beaucoup plus significatif que si elle essaye quelque chose qu'elle n'aime pas tant que ça au fond d'elle. Bon, mais je commencerai pas à dire aux gens, Aude m'a dit de respirer et de faire des contractions musculaires. Tu devrais faire ça. Non, je vais les renvoyer au balado, par contre, pour découvrir toutes les stratégies qui pourraient les aider. Bon, ben merveilleux. On a encore une fois là, un aperçu de comment on peut soutenir quelqu'un qui vit avec de l'anxiété. Je retiens finalement, on est dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie. On n'est pas nécessairement en mode solution, ce qui sera peu aidant, mais plutôt d'aller questionner la personne pour savoir ce qui lui ferait du bien. Exactement. Est-ce qu'il existerait des approches peut-être plus spécifiques pour aider les personnes de l'entourage à mieux comprendre puis soutenir quelqu'un qui vit de l'anxiété? Bien, comme j'ai dit là, tout à l'heure, chaque individu va vivre son anxiété de façon différente. Les symptômes anxieux sont variés, donc 2 personnes anxieuses n'auront pas du tout le même vécu, ce qui peut vraiment compliquer là, l'identification de l'anxiété par l'entourage. Par exemple, là, si avant une entrevue d'embauche, quelqu'un ne dort pas du tout, alors que son collègue qui va faire la même entrevue d'embauche, lui va pleurer toute la soirée, un autre n'aura pas d'appétit, quelqu'un va être super irritable. C'est tous des symptômes anxieux pour un même événement, mais c'est vécu de façon variée chez tout le monde. C'est intéressant. Dans ces conditions-là, c'est qui le plus anxieux? À qui je donne de l'attention? À qui j'aide parmi ces 4, 5, 6 manifestations-là? Et pour un entourage qui n'est pas nécessairement formé là-dedans ou qui ne connaît pas l'anxiété, ça devient très difficile de repérer les petites manifestations là, qui vont amener l'anxiété. Donc, les individus qui externalisent davantage l'anxiété, par exemple des crises de larmes, de l'irritabilité, les symptômes plus somatiques aussi, donc les maux de ventre, les maux de tête, le manque de sommeil, le manque d'appétit, chez ces personnes-là, c'est plus facile de repérer l'anxiété. Toutefois, la personne anxieuse de façon plus internalisée, par exemple, qui vit beaucoup de rumination ou qui a un fort sentiment de détresse, même qui pourrait vivre des attaques de panique qui sont très, très internalisées, on n'est pas nécessairement capable de les voir à l'œil nu. Auront peut-être pas ce premier lien-là ou le premier contact avec l'individu parce que, en apparence externe, elle a l'air tout à fait correcte. Ouais. Toutefois, elle vit la même anxiété que la personne qui est en train de pleurer à côté d'elle. Donc, chez un entourage, c'est difficile. L'important dans ce contexte-là, donc pour que votre entourage vous aide, il faut qu'il sache que vous êtes anxieux. Donc, est-ce que vous avez parlé d'anxiété avec eux? Est-ce qu'ils connaissent vos symptômes? Est-ce qu'ils connaissent vos manifestations? Si vous leur avez dit que lorsque vous êtes anxieux, vous pleurez beaucoup, bien lorsqu'ils vont vous voir pleurer, ils vont savoir que c'est de l'anxiété. Ou au contraire, lorsque vous devenez très, très tranquille, en petite boule sur le divan, c'est de l'anxiété aussi. Ils vont être capables de le repérer. Donc, il faut communiquer pour que notre entourage, nos amis, nos parents, notre chum, notre blonde, soient en mesure là, de reconnaître ce qu'on vit. Bien, c'est important parce que tu ramènes tout l'aspect intériorisé de l'anxiété, du fait qu'on ne le voit pas nécessairement, mais c'est possible qu'une personne n'est pas bien. Aussi le fait que ça va se manifester de différentes façons. Donc, oui, ça peut être... Mais je présume que ça peut être ardu de naviguer là-dedans, tant pour la personne qui vit l'anxiété, mais que pour ses proches. À cet effet-là, bon, évidemment, on ne veut pas se transformer, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas là en tant que proche pour psychanalyser la personne anxieuse. Il y a des limites aussi à ce qu'on peut offrir comme soutien. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des traitements, des approches peut-être auprès d'un professionnel qui serait à privilégier ou... peut-être là, justement qui pourrait soutenir la personne qui vit de l'anxiété. Tout à fait. Donc, l'anxiété, c'est une problématique qui débute tôt dans la vie des individus, donc vers l'âge 10, 11, 12 ans. C'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment voir des symptômes anxieux de plus en plus sévères. Et lorsque c'est non traité ou non pris en charge, ça peut durer là, toute la vie de l'individu. Donc, c'est vraiment important d'agir, oui, sur les symptômes, donc notamment avec les stratégies qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, avec les manifestations de l'anxiété, on va aller faire des petites stratégies quotidiennes pour essayer de réduire un peu leur impact. Mais la source de l'anxiété, elle aussi, il faut la traiter. Ouais. Donc, on va à la source, puis ensuite, on va en périphérie avec les stratégies, les traitements pour les sources d'anxiété. Donc, vraiment, qu'est-ce qui cause un peu le trouble anxieux ou un peu les raisons de l'anxiété? Bien, on va vraiment référer d'abord aux approches plus en psychologie. On va parler, par exemple, de la thérapie cognitivo-comportementale, là, qui est l'une des approches les plus
recommandés et les plus étudiés aussi là, chez les individus qui vivent l'anxiété. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale, ou la TCC aussi, comme on aime l'appeler, a comme objectif vraiment d'amener l'individu à identifier les différentes composantes cognitives, comportementales et physiques de l'anxiété, puis l'amener à utiliser différentes stratégies pour gérer l'anxiété. Okay. Donc, la TCC, on dit que c'est un traitement de courte durée, contrairement à d'autres approches, par exemple la psychanalyse qui dure plusieurs semaines, voire années. Okay. La TCC pourrait théoriquement permettre de réduire significativement l'anxiété entre 8 et 15 semaines. Ah, oui. Donc, en 2 mois, avec au moyen là, d'une séance, par exemple, d'1 heure en TCC par semaine, on pourrait théoriquement réduire l'anxiété de façon très significative. Ce qui est parfois très intéressant chez les individus qui ont peu de moyens. Donc, j'arrive pas nécessairement à me payer 50 rencontres en psychologie. Ouais. Moi, j'ai seulement... Mon assurance, par exemple, me paye 10 rencontres. Bien, en 10 rencontres en TCC, les études démontrent de sérieux progrès là, à ce niveau-là. Oh, super intéressant. Puis, comment ça se présente concrètement, ce type de thérapie-là? Donc, on dit qu'il y a 6 grandes composantes à la thérapie cognitivo-comportementale et on va travailler chacune de ces composantes-là avec la personne. Okay. Donc, d'abord, on va transmettre des informations psychoéducatives. Donc, c'est quoi l'anxiété? C'est quoi les symptômes de l'anxiété? Comment ça se manifeste? Il y a vraiment une éducation à ce niveau-là. Okay. Ensuite, on va apprendre des stratégies d'autorégulation. Donc, se comprendre nous-mêmes, essayer de gérer nous-mêmes nos sensations physiques, etc. On va restructurer aussi les pensées, donc la restructuration cognitive qui est très, très importante, notamment pour bien gérer les pensées irréalistes, les pensées exagérées, les pensées catastrophes qu'on vit ou qu'on ressent lorsqu'on vit avec de l'anxiété. On va aussi s'entraîner à la résolution de problèmes. Donc, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on fait face à une situation difficile, par exemple, à un examen, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, autre que paniquer, puis finalement ne pas étudier parce qu'on est trop stressé? Comment on peut se mettre à l'action de façon productive pour passer par-dessus ces défis-là? Okay. Ensuite, on apprend des techniques de relaxation, comme on a discuté tout à l'heure. Et enfin, dans certains cas, on va aller faire une exposition graduée aux sources de peur. Donc, si quelqu'un, par exemple, qui vit de la claustrophobie, graduellement, on pourrait amener cette personne-là à être dans un ascenseur, les portes fermées, pendant 10, 15, 20 secondes, puis à sortir sans vivre ou sans ressentir les symptômes anxieux. Ah, c'est intéressant. Puis là, je présume que je pars pas avec ces 6 étapes-là de mon côté. Ça se fait auprès d'un professionnel, évidemment, comme tu l'as mentionné. Là. Exactement. Donc, c'est pas le client ou la personne qui dit « Moi, je suis rendue à l'étape 4 ». C'est pas comme ça. Donc, je les présente en termes de composantes, de 6 composantes, mais ça se mélange. Donc, parfois, là, vous allez faire d'exposition graduée. Ensuite, on va rediscuter c'est quoi un symptôme anxieux. On va ensuite aller mesurer comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu dirais que l'anxiété est pareil ou non qu'à la première séance où on s'est parlé. Donc, c'est vraiment le psychologue qui détient les outils nécessaires pour réaliser cette thérapie-là. Et lorsque le match est bon entre le psychologue et l'individu, oui, très important. Donc, lorsque ça fonctionne, lorsqu'on a confiance en ce psychologue-là, bien, c'est là qu'on voit là, les effets de la thérapie. Donc, ça nous donne une idée de comment ça se présente un peu, ce type de thérapie-là. C'est super intéressant. Tout à fait. Donc là, je te présente un type de thérapie, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Celui-là, c'est toutefois un qui est quand même très étudié, là, puisqu'il est très accessible comparé à d'autres approches. Toutefois, il ne faut pas négliger aussi l'importance chez certains de la médication. Donc, le traitement médical est aussi souvent utilisé chez les personnes qui vivent de l'anxiété sévère ou un trouble anxieux pour essayer de diminuer justement l'intensité des symptômes. On dit souvent dans les études que c'est la combinaison de la thérapie et de la médication qui nous amène les plus beaux effets. Seulement un des deux peut parfois améliorer la situation sans nécessairement la réduire à un niveau que la personne souhaiterait. Donc, moi, c'est sûr que ce que je recommande, c'est d'utiliser plusieurs stratégies pour gérer une problématique plutôt que se concentrer, mettre toutes nos œufs dans le même panier et en utiliser seulement qu'une. Lorsque je parle de médication, je pense par exemple aux antidépresseurs qui permettent de diminuer les symptômes anxieux et de rétablir un équilibre là, chimique dans le cerveau. Il y a aussi les anxiolytiques, là, par exemple les somnifères, qui permettent là, de diminuer le stress et d'améliorer la qualité du sommeil là, pour essayer de maintenir une qualité de vie intéressante là, chez les individus anxieux.
Bien, c'est intéressant parce qu'avec la médication, évidemment, tu ramènes l'aspect du déséquilibre chimique. Là, on l'a abordé plus en détail dans le premier épisode que je vous invite là, à écouter ou réécouter au besoin. Mais donc, on peut comprendre le besoin, la nécessité finalement de se pencher vers la médication, toujours évidemment là, avec les conseils là, d'un médecin. Mais comme tu dis, finalement, c'est la combinaison de tout ça qui peut permettre d'améliorer la situation. Tout à fait. Donc, tu le soulignes bien, là, donc c'est vraiment les médecins, les pharmaciens qui sont les experts du côté médical. Donc, vraiment, les antidépresseurs, les anxiolytiques, là, référez-vous à votre médecin là, pour en savoir davantage. Toutefois, l'avantage lorsque les personnes en ont besoin, l'avantage d'utiliser une médication, c'est que ça diminue les symptômes, ce qui peut permettre ensuite au psychologue d'aller travailler sur la source. Si la problématique est très, très importante, si les symptômes sont tellement sévères que la personne n'est pas capable de s'asseoir 1 heure pour en discuter calmement, sans vivre d'attaque de panique, bien c'est sûr que les approches ensuite en psychologie ne seront pas efficaces tant qu'il n'y a pas un équilibre un peu dans les symptômes qui sont manifestés. Donc, parfois, la médication commence avant, parfois, elle commence pendant, parfois après la thérapie. Mais vraiment, il faut quand même être disposé à être en thérapie pour que ce soit efficace. Là. Bref. Enfin, sachez que la thérapie là, et la prise de médication, ce n'est pas des solutions instantanées. Il faut s'attendre à plusieurs semaines avant de voir des effets. Donc, découragez-vous pas si vous trouvez qu'après 1 ou 2 semaines, vous êtes toujours aussi anxieux. C'est à long terme qu'on voit les bienfaits de ce type d'approche-là. Donc, on parle parfois de plusieurs semaines ou voire plusieurs mois avant que les effets de la thérapie ou de la médication là, se manifestent chez l'individu. Bien, c'est bien de le rappeler. Je pense de garder des attentes réalistes par rapport à ça. Nécessairement, ça demande un travail sur soi, des efforts. Mais c'est ça, il n'y a pas de solution magique, comme tu l'as dit, puis ça va demander un certain travail. Là. Exactement. Donc, sinon, bon, on a parlé de stratégies, différents types de thérapies, évidemment, consulter là, dans la mesure du possible les professionnels de la santé. Est-ce qu'il existe des ressources ou des organisations auxquelles les personnes atteintes d'anxiété et leurs proches pourraient se tourner pour obtenir du besoin? Tout à fait. Donc, il y a vraiment une panoplie là, de ressources en ligne qui visent à éduquer le public ou les personnes qui vivent de l'anxiété, aussi à offrir du soutien aux proches qui vivent avec quelqu'un qui vit avec un trouble anxieux, par exemple. Donc, il va y avoir plusieurs liens là, disponibles avec l'épisode, puis je vais vous présenter brièvement là, quelques ressources francophones qui sont disponibles là, pour nous aider avec l'anxiété. Merveilleux. Donc, d'abord, si vous souhaitez consulter en psychologie et que vous ne savez pas par où commencer, plutôt qu'écrire psychologue sur Google, je vous invite à consulter le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, eux ont beaucoup de ressources. Ils vont vous présenter les différents types de thérapies qui existent pour votre problématique, mais aussi dans votre région, quel psychologue pourrait vous aider. Bien évidemment, malheureusement, ça prend plusieurs appels, généralement, avant de trouver de la disponibilité. Mais lorsqu'on sait où chercher, c'est beaucoup plus facile. Plutôt que de faire 50 téléphones et de se décourager, on peut quand même être un peu plus proactif puis consulter cette ressource-là pour trouver le bon psychologue pour nous. Génial. Ensuite, il y a un organisme communautaire nommé Phobie Zéro qui offre des groupes d'entraide, de la consultation aussi téléphonique ou encore virtuelle, là, si vous voulez parler face à face, du moins sur Zoom, ainsi que des ateliers d'autogestion pour les troubles anxieux. Et cet organisme-là, travaille en collaboration avec l'Institut de santé mentale de Douglas à Montréal. Donc, ils actualisent constamment leur site web avec des articles aussi, avec des savez-vous que. Leurs groupes d'entraide sont continus là, dans l'année. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ce type d'approche-là, bien, Phobie Zéro, là, c'est une très belle ressource en ligne. Je présume, comme c'est un organisme communautaire, les ressources sont accessibles sans frais, fort Exactement. probablement. Parfois, il y a certains délais ou certains critères pour participer au groupe de sélection, mais si vous n'êtes pas en mesure d'y participer, bien évidemment, ils vont vous référer vers d'autres ressources qui pourraient répondre davantage à votre besoin. Excellent. Sinon, il y a un organisme similaire qui s'appelle Relief qui vise à offrir des services pour aider les individus qui vivent avec de l'anxiété ou un autre trouble de l'humeur, par exemple la dépression. Donc, eux aussi offrent des groupes de soutien. Toutefois, les groupes de soutien sont vraiment pour les proches. Donc, comment aider quelqu'un qui vit de l'anxiété? C'est vraiment ça leur mission principale. Et aussi des ateliers d'autogestion et même de formation pour bien intervenir auprès des personnes qui vivent avec ces difficultés-là. Donc, un peu ce qu'on a discuté tantôt, comment être proactif ou comment faire de l'écoute active, comment être empathique, ça s'apprend. On peut vraiment suivre une démarche pour essayer d'aider le plus possible nos proches.
Vraiment génial que ça existe comme organisme. Oui, enfin, je vous présente Anxiété Canada, là, qui est principalement anglophone, mais ils ont quand même des sections en français sur le site Web. OK. Puis, c'est un organisme qui est basé à Vancouver qui souhaite éduquer la population canadienne au sujet de l'anxiété. Donc, vraiment, c'est des savez-vous que, des infographies qu'on peut imprimer, diffuser. Ils donnent aussi des formations, des conférences. Donc, c'est très, très varié. OK. Ils ont des chercheurs universitaires de partout dans le monde. Donc, oui, on a un accent sur le Canada, mais ils ont des groupes internationaux là, pour essayer d'aller chercher le plus d'informations sur l'anxiété. Ce qui est intéressant avec Anxiété Canada, c'est qu'ils ont développé une application mobile qui s'appelle Mindshift CBT. Donc, CBT en anglais, c'est la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale. OK. Et ça vise à soulager gratuitement les symptômes anxieux des individus. Donc, c'est une application là, qu'on peut mettre sur notre iPhone, notre Android, peu importe, et qui va vraiment faire un coaching pour comment diminuer son anxiété en suivant les différentes composantes de TCC là, que je vous ai présentées tout à l'heure. Super intéressant. Donc, justement, quand l'accès peut-être à un professionnel est plus difficile, on peut se tourner vers ce type de ressources gratuites-là, mais qui est tout de même validée, là, je présume, par une panoplie d'experts. Là. Tout à fait. Bien, merveilleux. Merci, Aude. Je pense qu'on a fait un excellent tour d'horizon de ce qui est possible pour favoriser son bien-être quand on vit de l'anxiété, pour soutenir quelqu'un qui vit de l'anxiété également. On a parlé, bon, évidemment, de pouvoir peut-être plus consulter des professionnels, mais aussi de ressources qui sont accessibles plus aisément, gratuitement même. Donc, évidemment, pour ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur l'anxiété, on représente, nous aussi, Nuance, une source d'information. Donc, on vous invite à écouter le premier épisode qui porte sur l'anxiété. Puis également à consulter toutes les ressources là, qu'on rendra disponibles sur nos différentes plateformes. Donc, merci, Aude, pour ta présence encore. Super enrichissant comme discussion. Merci à toi, Ariane, pour l'invitation. C'est très agréable. Bien, merci beaucoup. Puis à nos auditeurs, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour rien manquer des prochains épisodes. À bientôt! Cet épisode du balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.